Radio Rec. It's on air. Bonsoir, ce soir nous recevons Genma. Les nouvelles technologies, leurs impacts sur la vie privée, c'est son domaine. Il tient un blog, blog.genma.fr, sur lequel il publie des articles simples pour comprendre les pièges d'Internet, mieux les appréhender et naviguer le plus sereinement possible. Faites-vous votre avis en vous y rendant, les logiciels libres font aussi partie de son univers, il anime notamment des ateliers et des conférences sur ces sujets. Vous pouvez tweeter avec lui sur le @Genma. Comment fonctionne réellement Internet ? Quels sont les outils qui permettent de se protéger ? Comment en savoir plus sur la vaste sphère que constitue Internet ? C'est notre sujet de ce 1er décembre 2016. Radio Rec, Des cartes en main. présenté par Nicolas. Avec moi ce soir, Hugo, bonsoir. Bonsoir. Autour de la table également, Priscilla, salut à toi. Bonsoir à tous. Et notre invité Genma, bonsoir. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions sur cette émission sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et je voudrais commencer tout simplement par demander à notre invité, puisque nos auditeurs nous écoutent probablement depuis Internet, car nous sommes une web radio, doivent-ils tout arrêter là, leur Internet directement ? On arrête tout, hop, on éteint tout et on va à d'autres activités ? Ah non, au contraire, il faut utiliser Internet pour s'exprimer, pour s'en renseigner, pour s'informer, et il faut aimer l'Internet. Et on est là, on va apprendre des petites choses sympas. Alors le fonctionnement d'Internet, justement, comment ça fonctionne ? Peut-être rappeler à nos auditeurs comment cette grosse infrastructure, aujourd'hui il suffit d'aller sur son téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, sur d'autres outils, et directement on a des jolies pages, quand ça fonctionne évidemment, qui s'ouvrent et on peut tout explorer, tout savoir, se soigner soi-même, avorter, c'est le grand sujet du jour, avorter soi-même, avorter soi-même, non pardon, c'est pas ce que je voulais dire, ne pas avorter, voilà, si on va avoir des signes, avorter bien sûr, voilà, il y a tout plein de conseils sur tous les sujets. Voir des saucisses. Comment ça fonctionne tout ça ? Alors comment ça fonctionne ? C'est Internet, ce sont des ordinateurs qui parlent à d'autres ordinateurs. On a un ordinateur dans notre poche, ça s'appelle un smartphone. On peut avoir un ordinateur qui n'a pas de clavier, ça s'appelle une tablette, ou on a un ordinateur un peu plus évolué avec un clavier, une souris, etc., qui va parler à d'autres ordinateurs par des tuyaux avec des fils ou sans fil. Et donc c'est vraiment, il y a ce qu'on voit, donc c'est un ordinateur qui parle à un autre, et il y a ce qu'on voit pas, et il y a toutes les choses qui se disent en coulisses. Mais globalement, c'est un ordinateur qui parle à un autre. Après, peut-être tout de suite pour démystifier, le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. Globalement, c'est si je mets quelque chose dans le cloud, je sais pas où c'est, il faut partir du principe que c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc Internet, c'est plein d'ordinateurs qui parlent entre eux, et le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre qui est branché sur Internet. Ah bah au moins c'est simple comme idée, comme il y a des millions plutôt d'ailleurs d'ordinateurs, des milliards oui maintenant. Ouais. Donc c'est sûr que l'information va plus vite. Ouais. Et Internet, c'est aussi des WC connectés, c'est aussi des lampes connectées qui font plein de choses bizarres, qui font des attaques. Bah justement, oui, il y a tous les virus qui existent, les attaques, les hackers, et donc évidemment, il faut y faire attention. Quelle idée il y a derrière Internet ? C'est quoi l'objectif à la base ? On sait, même la plupart des gens savent que derrière ça, il y avait avant tout les militaires qui ont voulu communiquer plus facilement. Alors au départ, Internet, c'était un réseau décentralisé. Le but, c'était que s'il y avait des attaques nucléaires, les communications puissent se faire. Donc c'était vraiment, différent. Ça a été fait pour que différents ordinateurs puissent parler entre eux par différents chemins. Après, on a eu une centralisation d'Internet avec des gros silos à données. On verra un peu ça peut-être un peu après dans l'émission, mais c'est des gros endroits. À l'heure actuelle, Internet, pour beaucoup de personnes, c'est Facebook. Je passe 90% de mon temps via mon smartphone sur Facebook, et c'est l'Internet de tous les jours. Et il y a l'Internet de quelques geeks comme moi, où c'est tout le reste sauf Facebook. Et il y a une volonté de décentraliser, ça veut dire d'avoir des bouts d'Internet. Personnellement, j'ai un bout d'Internet chez moi. J'ai un petit ordinateur sur lequel j'ai mon cloud personnel, donc là c'est pas l'ordinateur d'un autre, c'est mon ordinateur à moi, et c'est un bout d'Internet. Donc on retourne, il y a toute une mouvance de retour à la décentralisation, donc retour aux origines un peu hippie d'Internet des débuts. Pas beaucoup de monde alors qui fait ça, si j'ai bien compris.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, mais on y travaille pour qu'il y en ait de plus en plus, pour que les gens se l'approprient, etc. Hugo. Oui, non, tu parles de l'accès à Internet qui est de plus en plus diffus. Mhm. Moi, je voudrais te poser une question. Est-ce que c'est un droit l'accès à Internet? On sait que c'est une question qui a fait polémique, notamment à travers Facebook, qui proposait une espèce de version basique d'Internet en Inde et ça a été refusé par le Parlement là-bas. Comment Internet doit-il être appréhendé en tant que droit ou non? Et qu'est-ce que finalement les citoyens du monde doivent à quoi pardon les citoyens du monde doivent avoir accès? Alors, déjà, on parle d'Internet. Il faut différencier le web d'Internet. Et il faut encore plus différencier Facebook du web d'Internet. Facebook, c'est un endroit qui existe, un service. Et après, à côté, il y a le web, c'est tout ce qu'on accède via un navigateur web, ou un furteur, comme disent nos amis québécois, ou un navigateur, ou un logiciel donc c'est les grands classiques comme Chrome, Internet Explorer, non pas Internet Explorer, Firefox c'est très bien. Et donc on va utiliser ce logiciel-là pour consulter des pages, de la vidéo, du multimédia, un terme à la mode dans les années 2000. Donc ça c'est le web. Et à côté, on a d'autres aspects d'Internet, où ça va être, par exemple, quand je consulte mes mails à l'ancienne avec un logiciel dédié, donc comme Thunderbird, je fais de l'Internet, mais je ne fais pas du web. Ou si je fais du peer-to-peer, donc par exemple, j'utilise les tuyaux d'Internet, mais je ne fais pas du web. Donc ça, c'est différents aspects. Avec le temps, le web, plutôt Internet d'une façon générale évolue, les habitudes évoluent. Maintenant, on utilise beaucoup Internet avec son smartphone via des applications. Donc mon application de mon smartphone, donc qui est un ordinateur, va parler à un autre ordinateur quelque part, ça va passer par Internet, mais je ne vais pas aller sur du web. Donc il y a une mutation, il y a des changements, et le souci, c'est ce pourquoi moi et d'autres on milite, c'est qu'il n'y ait pas une appropriation de toutes ces technologies-là par des grandes entreprises. Alors un exemple que je donne peut-être pour qu'il soit plus simple, si demain Google décide que finalement YouTube ne marchera que sur les plateformes Android. Tous les gens qui ont des iPads, qui ont des MacBooks, etc., ils disent non, Apple c'est mon concurrent, je bloque YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens qui ont Apple, ils vont être bloqués. Et pourtant, Google est en pouvoir de le faire. Il peut très bien se dire, moi je décide que YouTube ait des technologies qui ne marchent que sur Android, que sur Chrome. Et donc là, ils se couperaient de tout un pan d'Internet, mais ils s'en foutent. Parce que les gens, ils vont vouloir aller sur YouTube, donc utiliser Chrome, acheter de l'Android, et éventuellement laisser tomber leur iPad ou leur iPhone. Donc il y a toute une mouvance de militants pour dire non, ça c'est pas l'Internet que je veux pas que Internet devienne un nouveau Minitel, je veux pas que Internet devienne un nouveau TF1. Donc, et à côté, il y a une volonté à la fois des gouvernements et des grandes entreprises de dire non, on va s'approprier Internet, de toute façon on sait mieux que les gens, et voilà. Alors, sachant que ce souci, c'est aussi celui qu'ont pu rencontrer les premiers utilisateurs, par exemple, de Windows Phone, pour lesquels les applications n'étaient pas toujours compatibles. Et de préciser, avant de vous redonner la parole, et peut-être à Priscilla qui n'a pas encore posé de questions, de préciser effectivement pourquoi est-ce que tu as parlé de Firefox avant tout, plutôt que Chrome et par exemple Internet Explorer, tout simplement parce que c'est un logiciel libre, on y reviendra dans quelques instants, je pense que c'est là que tu voulais nous emmener, voilà, qui est libre de droit, c'est-à-dire que c'est plus communautaire qu'une grande entreprise qui édite Firefox, et c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, mais je pense que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi. Priscilla. Non, c'était juste une petite remarque pour être sûr, quand tu parles des grands groupes qui s'approprient Internet, c'est ce qu'on appelle communément, il me semble, les GAFAM. Tout à fait. Qui sont donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. C'est juste pour... Si on prend les plus grosses capitalisations boursières à l'heure actuelle, ce sont les fameux GAFAM. C'est plus le pétrole, c'est les données. Hugo. Oui, non, juste pour reposer ma question, parce que tu n'y as pas répondu. Non, comment tu appréhendes cette question, qui pour moi apparaît assez fondamentale, parce que c'est un peu mon dada, le droit international. Est-ce que Internet doit être considéré comme un droit inaliénable finalement? Alors personnellement, de mon point de vue à moi, oui. Je dirais que je peux vivre sans l'électricité, je me débrouillerais. Je peux vivre sans de l'eau courante, pourrais éventuellement me débrouiller. Vivre sur Internet, c'est un peu plus difficile.
Si j'ai pas de l'eau courante, je prends de l'eau en bouteille, ou si pour me doucher, j'irai chauffer de l'eau à la casserole, et puis je prends une bassine. Donc du point de vue de la hiérarchie, tu places Internet avant tout. Oui, dans ma pyramide de Maslow, je place Internet en haut. Alors, Internet est essentiel et Internet nous permet de vous dire que François Hollande ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2017. On reprend le débat, pardon. On peut enchaîner là-dessus aussi. Non. Ouais. Revenir aussi, tu parlais d'Internet sur les objets connectés de plus en plus. Est-ce qu'on va pas vers une ultra-dépendance finalement? On n'en sortira jamais d'Internet. Oui, c'est vrai. Donc il y a deux aspects. Alors pour les objets connectés, c'est vrai qu'il y a toute une volonté de connecter de plus en plus d'objets. Donc il y a toute une problématique aussi avec ça s'appelle le self. C'est en anglais. Self-monitoring, non, Voilà, c'est ça. self-monitoring, où c'est cette volonté de oui, ma balance elle est connectée, je sais à tout moment, mon frigo va me dire si je dois acheter un pack de lait quand j'arrive à l'épicerie d'en bas, etc. Oui, il y a toute une volonté de l'industrie de connecter toujours plus de choses. Après, moi, je vois plus l'Internet comme un outil de communication et d'information. Il y a tout un pan d'éducation au numérique que je fais, moi, parce que je suis un vieux de l'Internet. Quand je dis je suis un vieux de l'Internet, je dis sur Internet avant 2000, avant Facebook, avant tout ça. Et le côté passif des gens, ou ces consommateurs, me gêne. Parce que Internet est un endroit où on peut s'exprimer, on peut s'informer, on peut s'ouvrir à l'autre. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer aussi. Ce qui est important, c'est Internet est un super outil pour apprendre la tolérance, pour découvrir l'autre, et c'est peut-être l'outil clé à l'heure actuelle pour ça. Une dernière question sur l'Internet de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui on a, ça rejoint ce que tu viens de dire, suffisamment de recul pour justement jauger Internet, son utilité? On parlait il y a quelques instants de son importance dans l'ordre, voilà, est-ce que c'est plus important que l'eau ou ce genre de choses? Est-ce qu'on a suffisamment de recul, nous qui sommes la génération, mais je parle des plus jeunes comme des plus âgés, tous ceux qui aujourd'hui sont nés avec Internet, avec sa naissance, ou ont connu la naissance d'Internet? Alors, par exemple, nous, on a un point de vue très européano-centré, parce qu'on le voit, on a accès facilement au débit, on a des Internet sur son téléphone avec la 3G, la 4G ou autre. Ce qu'il faut voir, c'est quand on regarde du côté des pays en voie de développement, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas forcément accès à l'électricité. Par contre, ils développent très rapidement l'accès à la téléphonie et à Internet. Et pour eux, c'est un outil qui est super important, ce côté communication. L'eau, ils vont la chercher au puits, l'électricité, ils ont des panneaux solaires. Par contre, leur téléphone, c'est un outil vraiment important. Donc ça montre vraiment que Internet, c'est pas uniquement c'est quelque chose, c'est à l'échelle mondiale où c'est quelque chose d'important. C'est pas que du numérique, si j'ose dire, Ouais. c'est-à-dire qu'effectivement ça a un peu de réel en soi. Alors, on va parler maintenant de l'hygiène numérique, et peut-être que tu peux déjà nous dire ce qu'est avant tout l'hygiène numérique. Pour moi, ça fait référence à la propreté, mais alors qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Alors la définition que je donne, elle est assez simple. C'est quand on était petit, nos parents nous ont dit oui, faut se laver les mains avant de passer à table, touche pas à la barre du métro. Et là, il y a le petit garçon ou la petite fille qui regarde ses parents avec un grand sourire malicieux et qui lèche la barre du métro, qui fait comme ça. Et après, la personne, elle est bien, le petit enfant ou la petite fille, elle est bien malade, et elle se dit peut-être que papa et maman, ils ont raison de me dire qu'il faut pas lécher la barre du métro. L'hygiène numérique, c'est le pendant version informatique, c'est comment éviter une gastro-informatique. C'est comment éviter de se chier dessus numériquement. Ah voilà, c'est joliment dit. Hugo. Mais bon, du coup, concrètement, si on doit pas, ça serait quoi la barre de métro numérique? Alors la barre de métro numérique, alors l'exemple que je donne souvent c'est, tu as reçu un mail qui te dit que tu as gagné à la loterie Bill Gates. Qu'est-ce que tu fais? Tu cliques ou pas? Personnellement, Oui. non, je cliquerai pas. Ouais, là ça fait marrer. Et je fais cette conférence régulièrement dans les bibliothèques et tout le monde rigole en me disant mais non, je clique pas, c'est évident. Et je leur dis oui, mais pourquoi c'est évident? Il y a 10 ans, ça ne l'était pas. Et je l'ai fait. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup. Si c'est votre banque, ah mais non, si c'est ma banque, je clique pas non plus. Je fais oui, mais il y a quelques années, vous auriez cliqué. Ah bah oui, peut-être que. Et je fais oui, bah justement, c'est parce qu'on a pris le temps de vous expliquer des règles de base d'hygiène numérique. Donc vous avez déjà des règles, des notions d'hygiène numérique qui sont on clique pas sur n'importe quel mail, il faut faire attention, il y a des arnaques. Comme on ne parle pas à des inconnus dans la rue, Voilà, au final, c'est le pendant. Mais après, l'hygiène numérique, ça peut, comment dire, il y a différents aspects. Le premier que je donne, moi, généralement, c'est, il y a un PC qui est devant moi,
je pars en courant, vous ne me connaissez pas, je pars en courant avec, ça amène deux notions. La notion de sauvegarde, qu'est-ce que vous allez perdre avec vos données, ou là je fais des grands gestes, quand je parle en conférence je fais des grands gestes, je me prends les pieds dans le fil, l'ordinateur tombe par terre, qu'est-ce que je perds comme données? Et donc là les gens disent ah bah oui je sais qu'il faut faire des sauvegardes mais je sais pas trop etc. Je dis oui mais c'est important, posez-vous la question, votre smartphone tombe par terre, là, il y a un smartphone devant moi, il tombe par terre là, pose-toi la question de qu'est-ce que tu perds comme données. Pas mal de données. Voilà. Et donc, tu vois, ça, c'est l'hygiène numérique, c'est se dire, voilà, faut faire régulièrement cet exercice, se dire, cet appareil-là que j'ai devant moi, il tombe, d'un seul coup, il marche plus. Qu'est-ce que je perds comme données et qu'est-ce que je ne veux pas perdre? Et donc, ça amène la notion de sauvegarde. Et ça, c'est une première notion d'hygiène numérique. La deuxième, c'est la protection. C'est maintenant, je vole ton smartphone. Qu'est-ce que je vais trouver, moi, ou ton PC, qu'est-ce que je vais trouver comme information dessus? Tu vas me dire, oui, mais j'ai un code dessus. Ou sur ton PC, oui, j'ai un mot de passe. Moi, je vais te dire, ouais, bah, j'ai un sweat à capuche, ton mot de passe, je m'en moque. Donc, du coup, on va créer un coffre-fort numérique. Et un coffre-fort numérique, c'est quoi? Il y a des outils pour ça. Et on va mettre les données les plus confidentielles dans le coffre-fort numérique. Et là, ça amène des notions. Donc, on voit, on parle pas d'informatique. Déjà, quand on explique aux gens c'est quoi un coffre-fort numérique, on crée un besoin. Et après, on va amener l'appropriation du logiciel qu'il y a derrière. Si je vous dis tout de suite, on va utiliser du VeraCrypt, du cryptage, etc., des choses comme ça, vous allez dire, oh, c'est compliqué. Si je vous dis, on va créer un coffre-fort numérique, c'est tout de suite plus simple, parce que les gens comprennent. On va dire, voilà, mes données, je les mets dans un coffre-fort. De la même façon que mes bijoux, des choses importantes chez moi, je les mets dans un coffre-fort. Je ne mets pas tous les jours, des bijoux, hérités de la grand-mère ou autre, etc. Donc, je les mets dans le coffre-fort, et quand j'ai besoin, je vais faire l'effort d'aller ouvrir le coffre-fort, de sortir les bijoux, de les mettre, ma tenue d'apparat ou ma chevalière ou autre. Et donc là, c'est la même chose, version informatique. Un coffre-fort numérique, c'est, on va mettre les données qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, on va les protéger. Alors il y a le stockage de ces données, mais il y a également le fait de vouloir éventuellement disparaître d'Internet. Il y en a qui... Alors il y a le cas de ceux qui ne veulent pas être sur Internet, et puis il y a le cas de ceux qui voudraient en disparaître après y avoir été. Est-ce que c'est possible de disparaître aujourd'hui d'Internet? Alors, il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est pas vraiment un oubli, c'est un déréférencement. Il y a eu différentes lois au niveau européen qui sont passées. L'idée, c'est, si je tape mon nom-prénom, je peux demander à ce que dans un moteur de recherche, les liens qui me sont préjudiciables n'apparaissent plus. Mais l'article de presse, par exemple, existe toujours. Et quelqu'un qui se chercherait de manière détournée peut retrouver cet article. Donc il y a Internet n'oublie pas. Internet c'est une photocopieuse, il y a très peu de sites qui disparaissent. Et même si le site original disparaît, il y a souvent des photocopies qui ont été faites, il y a des sites comme archive.org qui ont pour mission de cataloguer, d'historiser Internet, donc Internet n'oublie pas. Donc c'est ce pourquoi je milite, c'est plus une éducation au numérique, de dire voilà, on a tous été jeunes, on a tous fait des bêtises, il faut prendre en compte, il y a une lecture de l'information, de remettre en question, de se dire de quand date l'information, est-ce qu'elle est pertinente ou pas, est-ce que c'est un hoax ou pas, et après si c'est sur quelqu'un, de se dire voilà je vais juger la personne sur ce qu'elle me dit maintenant, et pas sur ce qu'elle a dit quand elle était jeune. Typiquement pour un politique, c'est par exemple il a été plutôt pour prendre Daniel Cohn-Bendit, c'est Danny le Rouge, il a été jeune et maintenant c'est plutôt Danny le Vert. Voilà, c'est un exemple qui parle un peu à tout le monde. Ce sur quoi on va le juger, c'est ses prises de position politique écologiste à l'heure actuelle. C'est pas sur le fait qu'il était dans les jeunesses chez les Rouges quand il était jeune. Et là c'est un peu pareil pour tout à chacun. Il y a toute une gestion de son identité numérique ou autre. Alors, pour simplifier, moi, je pars du principe que tout ce que je mets sur Internet est public. Même si c'est, soi-disant, protégé par un mot de passe ou autre, c'est public ou ça le sera un jour. Parce que les conditions changent. On a eu le cas avec Facebook, eu des problèmes avec des choses qui apparaissent sur le mur, etc. Donc, le conseil que je donnerais, c'est si je ne veux pas que ça soit public et connu un jour, je ne le mets pas sur un outil informatique du tout. Avis aux amateurs. Hugo. Mais du coup, il y a quand même de l'espoir. Ça veut dire que il y a une forme de rédemption, je dirais, de rééducation. On n'est pas condamné si on a mis des choses sur Internet. On peut se refaire d'une certaine manière. Oui et non. Après, il y a certaines entreprises qui vendent le fait qu'on va effacer les données. Les données ne sont pas vraiment effacées. Donc, moi, j'y crois pas en tout cas. Il y a le site des ennemis aussi qui a été mis. Une fois qu'on a commencé, c'est trop tard. On peut continuer comme on a commencé. Oui, alors, il y a plusieurs aspects. Il y a les données qu'on a mis, qu'on peut regretter, tant pis, elles sont là.
et après il y a les données qu'on va être amené à mettre, où là il faut faire attention. Et là on va peut-être partir sur le côté GAFAM, les trackers, etc. Il y a, par exemple, souvent ce que je demande moi quand je fais des conférences aux gens, c'est est-ce que vous avez un compte Facebook? Alors là j'ai plusieurs réactions, il y a des gens oui mais quoi? Les gens me disent oui mais je mets pas tout dessus. Pourquoi? Ah parce que c'est Facebook, vous comprenez, faut se méfier, etc. Et là on amène la notion de, il y a ce que Facebook sait sur nous parce on l'a mis volontairement, il y a ce que Facebook sait sur nous, à ce qu'il a pris sans qu'on le sache. Et donc là, dans l'hygiène numérique, il y a aussi le fait que, par exemple, c'est sensibiliser les gens au fait que, à chaque fois que le bouton j'aime de Facebook apparaît, Facebook sait qu'on a été sur le site. Et le fait qu'on n'ait pas cliqué sur le bouton j'aime est une information en elle-même. Pourquoi il n'a pas cliqué sur le bouton j'aime? Ah, parce que c'est le site d'actualité politique. On n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie que ça apparaisse sur son mur, pourtant il va tous les jours sur le site régulièrement. Ou c'est un site pornographique, par exemple. Et il n'a pas envie que ses amis voient qu'il aime bien telle actrice ou tel acteur porno. Et donc, il y a tout un pan d'informations qui sont récupérées par Facebook ou par Google. Google fait la même chose, etc., avec toutes les recherches qu'on tape ou autres. Donc, il y a un cumul d'informations personnelles. Il y a ce qu'on pense que Facebook ou Google ou autres sait sur nous, et il y a ce que eux savent réellement, qui est une masse d'informations beaucoup plus précise. Et l'hygiène numérique, c'est aussi expliquer aux gens toutes ces problématiques-là, les enjeux sur les données personnelles, pour que chacun et chacune puisse se faire son propre avis. Alors, je disais, il y a le site DizItMe, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui a été mis en place effectivement pour effacer ces données, Hugo. Oui, on essaye d'effacer sa trace, mais toi tu sembles dire que ça ne fonctionne pas. Par exemple, Facebook fait des profils fantômes, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de profil Facebook existe quand même chez Facebook. Facebook, le fait que tu t'appelles Jean-Pierre Martin, il s'en fout. T'as un numéro. Ce qui est important, c'est les relations que tu as, c'est ton potentiel en tant que consommateur. On va te vendre de la pub. Et donc, ton nom, prénom, que tu as un chien, etc., si c'est pas pertinent dans ton profil de consommateur publicitaire, c'est pas intéressant. Mais par contre, c'est les informations qui vont être reliées, c'est ton milieu social, c'est les interactions que tu as avec tes amis, etc. Et tout ça fait qu'on va dresser un profil très précis. Le but ultime, c'est d'arriver à te vendre de la pub que tu es obligé d'acheter. Il y a un très bon livre là-dessus, c'est sur... c'est Philippe Viondury, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur le blog, j'ai fait une critique dessus. C'est un journaliste, c'est sur les algorithmes et la Silicon Valley. Je retrouverai tout à l'heure le titre. Bon, sinon vous allez sur le blog, vous verrez dans les derniers posts que j'ai fait. Et donc justement, il explique que le but c'est d'arriver à savoir même ce que tu vas commander avant que tu l'aies commandé. L'idée d'Amazon, c'est de réussir à mettre déjà dans des cartons quelque chose avant même que toi tu ailles sur le site pour passer la commande. Malin. Tout ça avec les algorithmes et tout ce qui existe derrière et les bases de données évidemment qu'on enrichit en allant sur Internet. Priscilla. Oui, donc en fait, j'ai envie de dire peut-être le principe de base de l'hygiène numérique, ça serait prendre conscience que tout ce qu'on y met ne disparaît jamais, peu importe les boîtes qui après disent qu'on fait disparaître les traces et qui au final n'est qu'un déréférencement, c'est-à-dire qu'au final au lieu d'apparaître en page 1, ça va apparaître en page 30 et que personne n'a le courage d'aller à la page 30 de Google, mais que ça existe quand même. Et que donc ça serait peut-être ça vraiment le premier pas, c'est la prise de conscience, donc que tout ce qu'on met ne sera jamais oublié et donc de faire d'autant plus attention à ce qu'on y met. Oui, c'est ça. Alors, parce que je pense que le problème de la plupart des gens, c'est ça, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils pourront peut-être toujours revenir en arrière ou que c'est pas si grave, il y a que mes amis qui verront, et qu'au final ça peut être utilisé par des personnes malveillantes, j'imagine, ou plein d'autres choses. Oui, alors après, il y a plusieurs choses. Il y a le côté personne malveillante, c'est-à-dire que si on met... moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de chercher... alors, à un moment, il y avait, en faisant une requête un peu particulière dans Google, pour ne pas le citer, on pouvait retrouver des scans de photos, des scans de cartes d'identité très facilement. Donc on avait des scans de recto verso de cartes d'identité qui étaient des gens qui mettent ça sur leur espace personnel chez Free, chez Orange, les fameuses pages perso. Les gens considèrent c'est un espace de stockage, je mets ça là. Bah oui, on a des cartes d'identité complètes, des fois des scans de cartes bleues aussi, parce que on peut trouver pas mal de choses. Et bon, c'est le côté émergé de l'iceberg qui est facilement accessible. C'est pas du piratage, c'est très facile à trouver. C'est les requêtes Google.
Avec toutes les questions évidemment derrière d'usurpation d'identité qui Ah peut y oui, c'est avoir. ça, oui, il y a cette problématique-là. Après, il y a, comment dire, plus on s'expose sur Internet, plus en fait on nous connaît, et donc après les arnaques sont faciles, parce que on sait que si on est en couple ou pas, on va pouvoir, dire tiens, faire plutôt une lettre de la CAF, ou une lettre d'EDF, ou si tous les phishing se modernisent et sont de plus en plus précis, parce que justement, il y a toutes ces informations qui sont utilisées. Oui, Le Hugo. phishing, pour préciser, c'est ce qu'on appelle hameçonnage en français, Mhm. et c'est l'arnaque par email en gros. Oui, voilà, c'est Donc ça. un faux mail de ta banque, Qui dit Bill vite, Gates. cliquez ici et changez votre mot de passe. Voilà. Et là, c'est le drame. Les outils sur Internet, ils sont également nombreux. Aujourd'hui, je pense que tu déconseilles donc les outils du type Google, Internet Explorer, Safari, ces grands outils développés par les grands groupes au profit certainement d'outils plus nobles. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, l'informatique a beaucoup évolué et l'essentiel de notre activité numérique se fait sur Internet, donc via un navigateur. Donc la première règle de base, c'est d'installer un navigateur de confiance qui s'appelle Mozilla Firefox, avec quelques petites extensions. Donc ça va être des bloqueurs de pub, des bloqueurs de ce qu'on appelle les trackers. Donc il y a des choses comme Ghostery ou Privacy Badger ou autre. On trouve très facilement, on tape Firefox, vie privée, bloqué, et puis et on trouve donc ces petites extensions qui allègent déjà les pages internet, donc internet va plus vite, et qui évitent de disséminer ces traces, par exemple, parce que si on va sur un site, il n'y a que le site qui est au courant qu'on y va dessus. Parce que sinon, il y a une cinquantaine de régies publicitaires sur n'importe quel site de presse qui sont au courant qu'on a été voir telle page pendant tant de temps, etc. Donc ça fait partie aussi de l'hygiène numérique. Donc ça, c'est si on bloque les pubs, déjà, ça évite de dire, voilà, j'ai consulté telle page, telle page, telle page. Donc déjà, un navigateur de confiance qui est Firefox, parce que Chrome, ça reste Google, donc tout ce qu'on fait dans Chrome est remonté à Google. Et derrière, on se retrouve avec les fameuses fenêtres publicitaires. Tiens, c'est marrant, je voulais acheter un meuble justement et ils m'en proposent, c'est marrant. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. C'est au moment de la Saint-Valentin, je cherchais un cadeau pour pimenter ma vie de couple avec madame. Et le lendemain, j'ai belle-maman qui vient à la maison et qui me dit Genma, est-ce que je peux utiliser dans ton ordinateur? J'ai un mail à envoyer une copine. Oui, pas de souci. Donc, elle va sur l'ordinateur, et puis elle note. Et d'un seul coup, j'entends Oh, mais je ne connaissais pas ce modèle-là. Et là, je vois qu'il y a des pop-up de sextoy qui s'affichent. Et je pose la question, qu'est-ce qui est le plus gênant? Que je rentre dans l'intimité de belle-maman en sachant qu'elle ne connaissait pas le modèle qui s'affiche, ou que belle-maman rentre dans mon intimité personnelle en voyant qu'il y a des pop-up de sextoy et qu'elle se doute que c'est le genre d'outil qu'on va utiliser avec sa fille. Voilà, je laisse à chacun... voilà. Et ça, c'est un bon exemple d'hygiène numérique, de sensibilisation. Et après, quand je fais ce genre d'exemple, dans des conférences, les gens me disent « Ah, comment ça se passe ?» etc. Et on amène la notion de bloquer les publicités. Et pour bloquer les pubs, uBlock Origin. On oublie AdBlock, parce que AdBlock, c'est une société qui est derrière et qui a dit oui, mais je bloque bien les pubs, ça marche bien. Et donc les publicitaires commencent à râler. Et il a dit aux publicitaires vous me payez combien pour que vos publicités à vous, je ne les bloque pas. Et donc il y a des gens qui ont créé, donc des activistes qui ont créé uBlock Origin, et qui ont dit nous, de toute façon, on est incorruptible, entre guillemets, c'est open source, c'est n'importe qui pourra modifier et regarder ce qu'il y a dedans, donc il n'y a pas de contrôle qui est possible dessus. Alors c'est ça la vraie différence. Pourquoi promouvoir, c'est la question que j'allais poser, pourquoi promouvoir Firefox plus qu'un autre navigateur? Parce que derrière, il y a des garanties pour protéger un peu l'utilisateur. Mozilla Firefox est un logiciel libre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'open source. En quelques mots, on peut voir, les informaticiens peuvent voir la recette de cuisine qu'il y a derrière, vérifier les ingrédients qu'il y a dedans, comment ça fonctionne. L'image que je donne souvent, c'est un petit peu comme quand c'est du bio version informatique. J'ai dérivé un peu là-dessus, mais ça va amener la notion des autres outils. Moi, j'y connais rien en bio, donc je délègue ma confiance sur quelqu'un qui s'y connaît bien, qui me dit, il va chez des agriculteurs, chez des producteurs, chez des paysans de confiance, et il vérifie qu'il n'y a pas des sacs avec des têtes de mort dessus. C'est mon niveau de connaissance en bio. Qu'il n'y a pas des sacs de graines Monsanto, c'est quand ça s'appelle Monsanto, voilà. Vous voyez, mon niveau, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Il me dit, il n'y a pas des graines Monsanto dans la nourriture qu'on te donne. Moi, je vous dis, Firefox, c'est un navigateur où il n'y a pas des graines Monsanto dedans.
Et version informatique, Google est le Monsanto de l'informatique. De la même façon que Microsoft est le McDo de l'informatique. Le McDo, le Burger King, le Oui, Quick, le Quick, évidemment. voilà. On peut tous les répartir, voilà, Safari, Google Chrome, Internet Explorer. Hugo. Non, oui, peut-être aller plus loin sur les outils. Moi, je pense notamment à des choses qui pourraient être utiles aux auditeurs, notamment les systèmes de messagerie. Ce que tu disais, voilà, Internet, c'est pas seulement ce qu'on a sur le web, c'est aussi ce qu'on a sur nos téléphones. Donc, est-ce qu'il y a des outils Alors, de messagerie pour les téléphones, en termes d'application, on conseille donc un téléphone sur base Android. iPhone, ça reste du Apple, c'est sécurisé parce que l'idée d'Apple, c'est voilà, je ne vends les données qu'à mes partenaires. Je suis un peu plus restrictif dessus, mais s'il y a des gens avec des partenaires avec qui je les passe des contrats, je vais pouvoir les vendre. Il y avait eu le cas avec les données quand ils ont sorti, alors c'était l'iPhone 7 avec les données de health, de santé. Et ils avaient dit voilà, c'était clairement annoncé comme ça. Ça sera pas n'importe quelle application qui pourra avoir accès à ces données de monitoring, de surveillance, etc. Ça sera que nos partenaires qui nous payent. Donc Android c'est un peu plus open bar on va dire, donc il y a toute une notion de faut régler les paramètres, faut pas installer n'importe quelle application. Donc dans les règles d'hygiène numérique, on n'installe que le logiciel dont on a besoin, on n'installe pas de logiciel pirate, pas de logiciel craqué. Il faut faire attention quand on installe un logiciel à décocher souvent ce qui a été coché au préalable. Oui, il faut faire attention parce qu'on se retrouve avec un navigateur qui n'a rien à voir, avec des pubs de partout, donc les versions payantes qui sont gratuites, les logiciels craqués on oublie, d'où on installe du logiciel de confiance open source ou logiciel libre. Framasoft, par exemple, propose un annuaire de logiciels libres. Alors peut-être que c'est moins sexy, c'est pas le dernier Photoshop, mais GIMP peut convenir à la plupart des personnes. On va plutôt utiliser LibreOffice. Pareil, sur un téléphone, le fait de le jailbreaker ou de mettre des applications craquées, ça amène des virus. Pour éviter la plupart des virus, si on ne prend pas un téléphone craqué, on ne met pas des applications, on passe par le store officiel, donc l'App Store ou le Google Store, ou éventuellement on passe par F-Droid, qui est un marketplace, en fait un système alternatif qui propose des logiciels open source ou logiciels libres pour Android. Donc là, ça demande, c'est pas à la portée du premier venu, mais ça demande un petit effort d'appropriation. Donc c'est un travail de vulgarisation, de sensibilisation. Et une fois que les gens ont compris que ça peut être sympa d'avoir des petits logiciels dans lesquels j'ai confiance, mais on va peut-être faire l'effort d'installer quelque chose comme F-Droid pour installer d'autres applications. Mais c'est déjà sensibilisation, et après, expérimentation et aider la personne pour s'approprier ces logiciels-là. C'est le travail que fait Framasoft, par exemple, en proposant une grande campagne qui s'appelle la dégooglisation. L'idée de dégooglisation, c'est d'avoir une vitrine de différents logiciels de type cloud en ligne, de dire voilà, qu'est-ce qu'il est possible d'avoir comme logiciels qui sont respectueux de nos données, qui ne sont pas du Monsanto de l'informatique. Donc il y a des Framapad, ça va être par exemple un bloc-notes collaboratif à plusieurs, une sorte d'alternative à Google Docs. Alors le terme d'alternative est important. De la même façon que ma pomme bio est une alternative à ma pomme de supermarché qui est super bien calibrée, etc., c'est pas un équivalent. Parce que si on regarde, ma pomme, oui, elle est un peu plus moche, elle peut être véreuse ou autre, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Donc, alors à côté, que j'ai une pomme qui est des pommes clones qui sont très calibrées au gramme près, etc., mais elles n'ont aucun goût. Donc c'est pas un équivalent. Clairement, c'est une alternative. C'est autre chose. C'est un choix. C'est de la même façon que je peux aller soit dans l'épicerie en bas de chez moi et puis acheter ma pomme moche, ma pomme très calibrée qui sort d'une usine, ou je vais faire quelques kilomètres à pied pour aller dans une AMAP pour acheter du bio. Donc là, c'est une démarche citoyenne. Il y a l'équivalent version informatique qui se développe. On peut avoir du bio version informatique. Oui, je laisse réagir. Est-ce qu'il y a vraiment une alternative pour tous les services qui sont proposés à l'heure actuelle par les grands groupes? Parce que j'entends, pour la plupart maintenant, je pense qu'on peut trouver, mais il y a encore quelques grands trucs, par exemple Skype. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à trouver une alternative viable. Skype pour communiquer. Oui, pour communiquer. Et j'entends viable, c'est-à-dire qu'ils supportent vraiment bien la vidéo, l'audio, etc., par exemple. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment une alternative à tout? Framasoft, ça a sorti pour le Skype, je sais plus. Il y en a un qui est sorti, où là, ce qui va être limitant, c'est la qualité de la connexion des personnes. Si toutes les personnes qui discutent ont de la fibre, on n'a pas de souci. Si il y en a un qui a de la DSL et les autres ont de la fibre, ça va être c'est la DSL qui est discriminant. C'est le souci que de l'alternative, c'est que c'est moins sexy, ça marche,
mais c'est pas forcément pratique. L'exemple que je donne, c'est soit j'achète un plat déjà tout cuisiné et je sais pas trop ce qu'il y a dedans, soit je passe l'après-midi à faire ma ratatouille. Alors ma ratatouille est super bonne, mais quiconque a passé 4 heures à éplucher des pommes de terre, des carottes, etc., des navets et machin, sait combien c'est embêtant. Donc après, c'est savoir, est-ce que je suis prêt à passer du temps à éplucher tous mes légumes et puis je sais qu'il n'y aura pas trop de sel, l'assaisonnement est vraiment idéal ou je prends un plat cuisiné et puis il y a des je sais pas quoi dedans, des colorants, etc. Donc c'est des choix personnels. Moi, ce pourquoi je milite, c'est qu'on soit informé et que chacun fasse en connaissance de cause. Se dire, bon bah, Skype, ça marche bien, ça je dis pas le contraire. Le souci, c'est qu'il y a de la censure. Typiquement, j'envoie un lien vers un lien de téléchargement via Skype, il n'arrivera jamais à mon ami. Donc on peut se dire, bon voilà, ok, c'est le téléchargement, c'est pas grave. Ok, je suis dans un pays un peu plus totalitaire, j'envoie, par exemple la Russie, j'envoie un lien vers, tiens, regarde la vidéo des Pussy Riot sur YouTube, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, là on peut aller très loin, c'est pour ça. La liberté d'expression parfois mise en cause dans ces cas-là. Hugo. Oui, pour être plus clair avec pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais nous donner des noms, faire une sorte de top 5 et flop 5 des outils à utiliser, des outils à ne vraiment pas utiliser? Alors le top 5 des outils à ne pas utiliser, GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc ça c'est fait. Donc quand on dit Microsoft, c'est Windows 10, parce que Windows 10 fait énormément de remontées d'informations personnelles et les outils Microsoft d'une façon générale. Et le top 5 des outils à utiliser, je dirais il y a tout ce que propose Framasoft et la déglobalisation, aussi du logiciel libre. Il y a, si on veut aller un peu plus loin, se faire comme moi, avoir son cloud personnel à la maison. Il y a un petit outil qui s'appelle la brique internet. En fait, c'est un petit boîtier, comme ceux pour les plus geeks connaissent un peu le Raspberry Pi. C'est un peu le même principe. Donc vous cherchez la brique internet, et ça permet d'avoir un bout d'internet chez soi et son cloud personnel. Il y a Wyonost, si on est un peu moins geek, c'est une start-up qui s'est lancée, chez qui travaille Tristan Nitto, qui est l'ancien fondateur de Mozilla Europe. Donc on retrouve un peu les copains, en fait, on bouge, c'est un petit monde, hein, le monde des militants autour de la vie privée, etc. Et il a écrit un très bon livre aussi, tiens, je fais la pub pour les copains. Tristan Nitto a écrit un livre qui s'appelle Surveillance, qui est un livre qui parle justement de toutes les problématiques de vie privée sur Internet. Et c'est un peu le livre que j'ai offert à Belle Maman pour lui faire comprendre ce que je faisais le week-end, pourquoi je vais à la radio, qu'on me dit « Ah mais t'as un nom bizarre, avec une tête de panda sur Internet, tu vas parler à la radio de vie privée, tout ça. » J'ai fait « Belle Maman, écoutez, vous lisez le livre de Tristan Nitto, vous comprendrez ce que je fais le week-end. » Et du coup, elle a tout compris, et puis elle est sensibilisée. On l'avait déjà compris en regardant l'ordinateur et en tombant sur des publicités. Oui, c'est ça. Donc après, en moteur de recherche, parce que j'ai un top 5, donc j'en ai encore quelques-uns, je conseillerais Quant, QWNT, qui propose, donc c'est une start-up française qui propose un moteur de recherche. Leur modèle économique, c'est la pub, mais ils ne font pas de profilage ciblé. C'est vraiment, ils mettent des publicités contextuelles. C'est si je cherche, je sais pas moi, séjour à Marseille, je vais avoir des publicités avec des réductions sur les hôtels ou éventuellement pour mon billet d'avion ou de train. Et si je fais un achat, ils vont toucher une commission sur ça. Mais si juste après je cherche, je sais pas moi, pharmacie préservatif à Marseille, ils vont pas faire le lien, ah, il a cherché un hôtel, il a cherché des préservatifs et une pharmacie. C'est vraiment, chaque recherche est décorrélée. Et donc c'est un moteur qui est un peu plus respectueux de l'individu, des données personnelles. Côté Framasoft, on a Tonton Roger, parce que quand on ne sait pas, on demande à Tonton Roger, où là c'est un métamoteur qui lui va demander à Google, à Bing, à différents moteurs. Alors le souci de ces moteurs de recherche-là, c'est que comme ils nous connaissent moins, ils sont moins précis. Donc il y a une démarche, un effort intellectuel à faire où il va falloir affiner ses recherches. Typiquement, là, je suis pas bien, j'ai mal à la tête. Si je tape pharmacie sur mon téléphone, il va me dire « Ah bah, on est à Marne-la-Vallée, la pharmacie, elle est 3 rues à gauche et tu vas mettre 10 minutes pour y aller. » Si je fais la même chose dans Quant, il va me dire « Pharmacie, c'est une officine où on vend des médicaments. » Définition Wikipédia. Ce qui est pas, on va dire « Ah mais c'est nul, ça marche pas. » Oui, non, il faudrait que je dise « Pharmacie à Marne-la-Vallée. » Donc il va falloir que je fasse un effort intellectuel, que j'affine ma recherche. Mais c'est toujours pareil, c'est ma pomme, elle est moche. Bah oui, il va falloir que j'enlève le petit côté qui est tanné, mais elle a bon goût derrière. Voilà, ceux qui ont aujourd'hui un téléphone, un smartphone, se rendent compte facilement que quand on télécharge une application ou une mise à jour, ça demande est-ce qu'on peut accéder à ça, sinon vous ne pouvez pas télécharger l'application en question. Et c'est ces fameuses choses que limitent tous ces logiciels en ne donnant pas accès à tout ce qui est GPS et localisation, par exemple, directement. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que sur F-Droid, la plupart des applications ne demandent quasiment
pas de permission. C'est si on prend une application qui envoie des SMS, elle va juste demander à avoir accès aux SMS, elle va pas demander à avoir accès aux contacts. Aux photos notamment, parce que quand on voit le nombre d'applications qui demandent aujourd'hui les photos, vous téléchargez une calculatrice, on vous demande si on peut avoir accès à vos photos quand même. Oui. Oui, ça pourrait être utile. On ne sait jamais pour calculer. Hugo. Voilà, tu critiques beaucoup, notamment le GAFAM et ces grandes applications ou autres logiciels qu'on utilise tous les jours, mais est-ce qu'il y a des applications ou logiciels grand public qu'on peut quand même garder? Des applications grand public qu'on peut garder côté GAFAM? Non, pas forcément côté GAFAM, mais des choses grand public qu'on peut garder, des outils qu'on utilise de manière générale dans la vie de tous les jours qui seraient pas si mal finalement, où tout est acheté et à remplacer. Non, tout n'est pas acheté à remplacer. Par exemple, Priscilla évoquait, elle demandait est-ce qu'on peut remplacer tout. YouTube n'a pas de remplaçant à l'heure actuelle. Si je dis Dailymotion, ça va faire marrer les gens. Ou si je dis un remplaçant de Netflix, ça va faire marrer les gens. Mais Netflix a une démarche différente. C'est on paye un service, et qui on est, ils s'en moquent un peu. Leur idée, c'est plus de proposer les gens qui ont aimé ça, aiment ça, ça. Mais on est noyé dans la masse, c'est plus... en tant qu'individu, ils vont pas revendre le fait que j'ai regardé Sharknado 4 et tel autre film. Leur but, c'est que je paye un abonnement et que je sois content et que je paye mon abonnement tous les mois. Donc là, c'est Netflix, c'est moins pire. Ou Twitter, par exemple, on l'a pas cité dans la liste des GAFAM. J'ai fait un article là-dessus parce qu'on m'a dit tiens, mais toi, Genma, tu parles de logiciel libre, de données, etc. J'ai fait un article qui fait 3 pages que j'ai publié aujourd'hui pour dire pourquoi Twitter c'est moins pire. C'est que Twitter, déjà, c'est un canal public. Il n'y a pas la notion de tu as des amis, etc. C'est comme le fait Facebook. Twitter fait peut-être de la censure, il y a des problématiques que je soulève, mais c'est le moins pire. Et en plus, c'est pas valorisé en bourse, ils n'arrivent pas à faire de l'argent. Donc je dirais, voilà, par exemple, Twitter est un exemple parfait d'un outil qui est moins pire que j'utilise encore. Qui a des côtés négatifs, parce que oui, c'est une grande entreprise qu'il y a derrière, etc. Mais dans la balance, par rapport au service que ça m'apporte, c'est acceptable pour moi. Le contrat que je passe avec est acceptable. C'est ça, on sait ce qu'on a derrière Twitter, on sait qu'on y va pour rendre public ce qu'on y dit, sinon ça n'a pas de vrai sens. Et sinon, un exemple peut-être de réseau social qui ne soit ni Facebook ni Twitter, qui pourrait peut-être intéresser aussi des auditeurs. Alors, un bon exemple, c'est un réseau social décentralisé qui repose sur un logiciel qui s'appelle Diaspora. Donc, en fait, c'est plein de mini-Facebook. L'idée, c'est donc aussi d'avoir des mini-Facebook interconnectés entre eux. C'est un peu comme le principe du mail. On a une adresse Diaspora, moi j'ai genma@diaspora-fr.org. C'est le serveur Diaspora FR. Il y a des gens qui sont chez Framasphere, qui utilisent aussi le même logiciel, et donc ils auront @framasphere.org. Il y en a qui sont chez Diaspot, donc c'est le Diaspora d'un copain. Et c'est comme on a une adresse mail, et on a les avantages de Facebook sans les inconvénients. Alors, l'inconvénient majeur, c'est la masse critique, s'il n'y a pas tout le monde dessus. Mais les avantages, c'est qu'on peut dialoguer avec les personnes, on peut choisir de manière très fine avec qui on partage, et on pourrait imaginer avoir... Alors, comment moi je le vends, parce que je suis commercial du logiciel libre, comment je le vends Diaspora, c'est dire, voilà, imaginons à l'université, quand on rentre en première année dans une école d'ingé ou autre, on a le Facebook de ces années étudiantes. Ça veut dire que on s'inscrit, en fait ils mettent en place le logiciel Diaspora, on a le compte, donc ça sera genma@marnavalley.fr, et ce compte-là, je vais mettre tout ce que je fais dans le cadre de mes soirées étudiantes, etc. Et quand je quitte, j'ai fini l'université, je n'ai plus accès qu'en lecture à ce compte-là. C'est-à-dire que dans 20 ans, je peux revoir avec mes potes, dire « Ah, tu te souviens qu'on avait 20 ans, qu'est-ce qu'on s'est mis aux soirées étudiantes, etc. » Ou « Tu te souviens de la Brigitte, qu'est-ce qu'elle a été mignonne, etc. » On peut avoir tout le côté sympa, partage, diffusion d'informations personnelles, mais c'est dans un cercle restreint. C'est uniquement les gens de ma promo qui peuvent y avoir accès. Et mon patron, s'il tape mon nom-prénom, il va pas pouvoir se connecter parce qu'il faisait pas partie de ma promo étudiante à ce moment-là. Donc on a les avantages de Facebook sans les inconvénients. Alors, où est-ce qu'on peut en savoir plus aujourd'hui sur toutes ces questions ? On en a brossé quelques-unes, mais on n'a pas parfois été jusqu'au bout. Donc, où est-ce que les gens qui seraient intéressés peuvent en savoir plus ? Il y a des lieux de rencontre, il y a évidemment, j'imagine, déjà ton blog. Rappelons-le,
genma.fr, c'est blog.genma.fr. Je l'avais pas appelé tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et puis bah voilà, où est-ce qu'on peut avoir des informations et se renseigner là-dessus? Alors, donc dans les endroits, il y a Dégooglisons Internet ou framasoft.org. J'en profite pour faire un petit coup de pub pour la campagne de dons de Framasoft en ce moment, parce que Framasoft est une association qui ne vit que du don. Donc c'est parce que des gens mettent de l'argent dans un pot commun qu'on peut proposer tous les services de dégooglisons Internet, qui sont une vitrine pour montrer qu'il est possible d'avoir des alternatives avec du logiciel bio version informatique. C'est la période des dons. Oui, c'est la période des Mozilla dons. demande aussi, Wikipédia demande entre aussi. La ouais, quadrature puis- aussi. Oui, la quadrature aussi. Puis on est donc, entre le site d'action et le Téléthon là, donc on est à fond Oui, la dedans. quadrature pour le côté défense d'Internet, le côté sensibilisation aussi, justement, défense du citoyen. Ben, la quadrature du net fait aussi des quadrapéros, où c'est l'occasion de voir un petit peu Ça vend du rêve. Ouais. Bah, il y a une partie en fait où on est au courant des activités de la quadrature, de tout ce qu'ils font pour défendre l'Internet qu'on aime, pour pas qu'Internet devienne TF1. Et donc il y a aussi, il y a régulièrement tous les 6 mois à la Cité des Sciences à la Villette, il y a les Ubuntu Party, où c'est 2 jours autour du logiciel libre, où il y a différentes conférences, il y a différentes animations, il y a Wikipédia qui est là, il y a Mozilla qui est là, il y a la quadrature du net. C'est un endroit en fait de rencontre geek mais ouvert au grand public où on va pouvoir discuter de tout ça. Et le premier samedi de chaque mois, non c'est pas le film de Canal, c'est le premier samedi, c'est à la Cité des Sciences, donc c'est de 14h à 18h, il y a ce qu'on appelle une install party, c'est les gens qui veulent avoir un système alternatif, donc un Linux sur l'ordinateur, Ubuntu, un Ubuntu, ouais. des choses... il y a des geeks comme moi qui sont là pour aider à installer à côté de Windows ou de leur Mac, de macOS, un Ubuntu ou autre. Il y a des discussions, sensibilisation, présentation de ces différents logiciels-là. Il y a des ateliers de présentation de la brique Internet pour les plus geeks. Donc c'est vraiment... il y a aussi les cafés privés. Les cafés privés, c'est des endroits où on va apprendre justement des règles d'hygiène numérique jusqu'à l'autodéfense numérique. Hygiène numérique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'autodéfense numérique, c'est je suis le futur Snowden. Comment je vais pouvoir me protéger, parce que les besoins sont pas du tout les mêmes entre j'ai pas envie qu'on voit des photos de moi tout nu sur Facebook et je suis Snowden, j'ai des informations à faire fuiter. Par exemple, je travaille dans une centrale nucléaire, il y a un bidon qui fuit dans la rivière, j'ai fait une alerte plusieurs fois à ma hiérarchie qui a dit non mais c'est pas grave, on verra, et je vais peut-être alerter la presse locale. Mais on va pas faire ça en utilisant Google, il y a des techniques particulières, donc là c'est au sein des cafés privés ou des crypto-parties. Donc c'est la même chose, hein. C'est juste deux appellations différentes avec des hackers, des geeks un peu plus éclairés. On va voir les outils nécessaires. Alors, on va maintenant parler de quelques sujets d'actualité et peut-être commencer, Hugo, par le méga fichier des titres électroniques sécurisés Oui. qui aujourd'hui qui a fait quelques titres dans l'actualité ces dernières semaines. Oui, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et le gouvernement dans sa globalité a décidé de mettre en place ce nouveau méga fichier. Alors a priori c'était plus Bernard Cazeneuve parce qu'il y avait justement eu Axel Lemaire qui avait un peu dit qu'elle n'était pas au courant. Axel Lemaire, oui, c'est un peu la La hackeuse ministre la secrétaire d'État à l'économie numérique. C'est ça, exactement. Oui, mais Axel Lemaire elle a ses opinions, c'est vrai, dans ce gouvernement. Mais voilà, ce projet porté essentiellement par le ministre de l'Intérieur qui veut créer ce super méga fichier et qui l'a décidé par décret, qui plus est. Donc ça fait polémique autant sur le fond que sur la manière. Rappelons juste, excuse-moi de te couper, que le décret ce n'est pas une loi, donc on ne la vote pas au Parlement. C'est ça, c'est décidé. Ils ont quand même octroyé au Parlement le droit d'en discuter, mais pas de voter sur la question. C'est gentil. Voilà, quoi qu'il en soit, en discuter avec toi, comment tu le vois ce méga fichier? Très mal. Comment tu le vis aussi, c'est ça? Très mal aussi. Très mal aussi. Non, en quelques mots, c'est une fois de plus, on nous dit que, non, mais vous n'avez pas compris, taisez-vous. Il y a tout un tas de personnes qui argumentent sur Internet, qui expriment des avis contraires, qui essayent de montrer que ce type de fichier n'est pas du tout une solution et qu'en plus, politiquement, le passage en force est tout sauf digne d'une république ou une démocratie. Et pourtant, les gouvernements successifs, quel que soit leur bord politique, continuent à aller dans ce sens-là. Et donc, c'est un
peu dommage, on va dire. Et le souci, c'est qu'on connaît le gouvernement qu'on a actuellement, on ne sait pas le gouvernement à venir. Et plus on a d'informations qui sont en un seul endroit, mieux, plus c'est facile de faire du flicage, parce que c'est le terme un peu militant, mais donc ça pose un gros souci. Et après, il y a le côté sécurisation. On dit oui, ça va être sécurisé. Rien n'est vraiment sécurisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même avec les coffres-forts numériques, ça ne retarde que le moment où je veux l'ouvrir. Oui, Hugo, tu voulais rajouter un truc? Oui, profiter du fait que tu parles politique, du fait que François Hollande a dit qu'il ne se présenterait pas aux élections. Est-ce que ton parti, en quelque sorte, sera présent? Pas parti politique, mais voilà, cet état d'esprit pourrait être présent aux prochaines élections. Est-ce qu'il y a une forme de politisation de ce mouvement-là, de l'hygiène numérique? On sait qu'à l'étranger, notamment, le parti pirate a une influence variable. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Islande. Est-ce qu'il y a des choses similaires en France? Alors, le parti pirate existe en France, mais après, il est assez confidentiel, on va dire. Je ne connais pas plus que ça. Moi, je ne me suis pas politisé. J'ai plus l'impression qu'il y a au contraire une dépolitisation des associations. Par exemple, la Quadrature du Net a clairement dit qu'ils allaient se détacher un petit peu de la politique parce que c'est répéter tout le temps la même chose, c'est user beaucoup de temps pour rien, parce que un politique qui décide quelque chose, il est borné, et puis il ira dans sa ligne de conduite, et on aura beau lui présenter les meilleurs arguments du monde, s'il a décidé autrement, il suivra la ligne du parti ou autre. Donc le Framasoft, pareil, luttait beaucoup contre vis-à-vis de l'éducation nationale avec les partenariats que fait l'éducation nationale avec Microsoft. Formulé autrement, c'est comme si demain McDo ou Quick fournissaient les cantines scolaires. Alors ça, tiens, je vais en faire un peu de politique. Moi, je deviens ministre de l'éducation nationale, je demande à McDo de fournir les cantines. Pourquoi? Parce que tous les enfants mangent McDo, il n'y a plus de problème de porc, pas de porc, etc., de portions de frites, machin. Tous les enfants ont du McDo dans le ventre le midi, tous les enfants mangent, quelle que soit leur confession religieuse ou autre, ils mangent du McDo, ils trouveront. Et en plus, c'est pas cher, voire ça serait gratuit, donc c'est idéal pour les parents. Demain, McDo devient fournisseur officiel des cantines, les parents sont dans la rue. Et pourtant, ils acceptent que leurs enfants mangent du McDo informatique tous les jours. Et on a beau le dénoncer depuis des années, ça continue. Donc Framasoft a dit non, on arrête de lutter contre l'éducation nationale. La Quadrature a dit on arrête d'aller envoyer des lettres à Bernard Cazeneuve pour lui dire que non, ces lois elles sont pas bien. On va faire de l'éducation populaire. C'est aller voir les gens où ils sont, les aider à s'approprier le numérique. Donc ça passe par de l'hygiène numérique, l'appropriation de comment marche Internet, réappropriation des technologies. C'est arrêter de parler à des élites qui sont dans leur sphère et retrouver le commun des mortels. Donc au contraire, c'est plus une dépolitisation. Après, on a tous plus ou moins des affinités avec certains partis ou autres, mais on a tendance à dire que oui, que les gens qui sont dans le logiciel libre sont plutôt de gauche, donc ils sont pas socialistes, un peu plus à gauche. Mais moi je suis plus, je dirais, moi je suis apolitique. Forcément, tout est politique d'une certaine façon, mais j'ai pas j'ai pas d'affinité pour un parti ou un autre. Voilà. Priscilla. Oui, je veux dire, est-ce que c'est pas un peu dommage? Est-ce que c'est une forme de découragement que, par exemple, la Quadrature ou Framasoft décident de se dépolitiser? Parce qu'au final, si eux ne le font pas, qui le fera pour les gens? Même si les gens même si on va les voir, qu'on leur explique un peu, etc., c'est peut-être des points qui sont trop importants pour qu'on les laisse de côté. Parce qu'au final, après, ça fait des Bernard Cazeneuve qui, de toute façon, je suis d'accord dans le principe, qui fait quand même ce qu'il veut, mais s'il n'y a aucune réaction en face, ça va pas être mieux. C'est comme si on disait aujourd'hui, puisqu'on est dans la métaphore depuis le début avec McDo, c'est comme si aujourd'hui on avait les écologistes qui, sous prétexte de ne pas faire de bons scores aux élections, disaient on arrête de faire de l'écologie, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas. Ils arrêtent de faire de l'écologie politique, ils vont plus dans les écoles, ils vont tous les samedis sur les marchés, discuter avec les gens, et ils vont convaincre avec leur bâton de pèlerin, et ils vont convaincre une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est du travail de terrain, c'est du travail de plus longue haleine, mais qui est beaucoup plus efficace. C'est plutôt que de passer des heures et des heures à contacter un député au téléphone, parce que ça se fait beaucoup. La Quadrature a fait ça, des campagnes d'appel aux députés, et les réactions c'est « Ah, mais c'est quoi ces gens qui me téléphonent ?
tu me harcèles. Non, mais on est électeur, on va mettre un bulletin dans l'urne, donc en tant que député, vous avez des comptes à nous rendre. Ah non, non, j'ai des comptes à rendre au moment de la campagne politique, et après, pendant 5 ans, je dois être tranquille. Et donc, c'est un peu dommage aussi, c'est peut-être aller... je sais pas, on tente, je dirais, moi la vision que j'ai, c'est on tente en allant vers le grand public, puis on verra, parce que on a essayé la voie, on parle aux politiques et ça n'a pas marché, donc on essaye... On essaye directement le citoyen et les usagers. Ouais. Hugo. Justement, tu parles d'autres manières de contacter les gens, de les informer. Récemment est sorti le film Snowden par Oliver Stone. Est-ce qu'il y a d'autres films comme ça qui mobilisent les gens, qui les sensibilisent aussi? Alors, comme film, il y a une sorte de documentaire qui s'appelle Les loups du web, qui circule pas mal dans les milieux, on va dire, un peu militants, genre avec la Quadrature, etc. Alors c'est un reportage américain qui a été fait juste avant les révélations de Snowden, qui explique justement les problématiques avec des interviews dans la Silicon Valley pour essayer de voir un petit peu ce que Facebook et Google c'est de nous. Donc ça s'appelle Les loups du web. Ça s'arrête juste avant les révélations de Snowden, donc c'est l'aspect GAFAM. Il y a certains cinémas c'est une petite entreprise française qui l'a traduit, qui le fait tourner dans des cinémas en fait, de quartier. Il y a aussi donc le Citizen 4, qui est le film avec de Laura Poitras qui montre comment les interviews avec Snowden. Donc là, c'est vraiment le côté non romancé. C'est pas un film, c'est une sorte de reportage qui est aussi intéressant à voir. France 5 aussi faut leur reconnaître, fait de temps en temps des très bons reportages autour de la vie privée aussi. Il y a des journalistes qui contactent les bonnes personnes, et on le voit quand on a une Adrienne Charmet de la Quadrature qui est là, un Laurent Chemla ou un Benjamin Baya ou un Tristan Nito. On voit que la personne a vraiment fait son boulot de journalisme, et donc il y a des reportages de sensibilisation. C'est pas comme et c'est sur France 5 ou Arte, il y a des très bons reportages régulièrement. Les envoyés spéciaux, les France 2, où c'est plus du sensationnalisme, ça se voit tout de suite. Il a un hacker, il met un sweat à capuche et puis il craque le wifi du voisin. Il va sur le darknet. Là, on voit tout de suite que donc ça, on évite. Mais à côté, il y a des journalistes qui font du très bon boulot, et donc on peut le signaler aussi. En film, il n'y a pas tant de choses que ça, parce que c'est pas forcément évident. En tout cas, nous, à Politiquement Correct, à Radio Rec, nous avons consacré depuis le début de la saison 2 émissions donc, à ces sujets sur l'Internet, les données personnelles. Je vous renvoie à l'émission de Politiquement Incorrect dans les dernières émissions où on avait parlé des sujets sur les données personnelles, notamment. Voilà, il y a d'autres sujets. On avait parlé à cette époque-là du PS qui était condamné pour une mauvaise gestion de ses données. Il y a une nouvelle loi de renseignement également en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Hugo. Et je vous ai parlé des sites anti-IVG sur lesquels il faut aussi faire attention quand on va sur Internet aux informations que l'on a et aux différentes sources qu'il y a. Non, on en avait déjà un peu parlé la dernière fois, ça a été voté entre-temps, mais voilà, les auditeurs peuvent se référer à l'émission qu'on avait enregistrée à ce moment-là. Eh bien, très bien. Merci à vous. Avant de nous quitter, je vous propose de faire un point sur notre suivi d'actualité. Le premier, un accord de paix semble bien parti en Colombie. Nous vous parlions de l'échec du premier accord il y a quelques semaines avec Louise qui était dans cette émission. Un nouveau compromis semble avoir été trouvé. Voilà, peut-être une bonne nouvelle. On verra en tout cas dans les prochaines semaines ce qu'il en est. Ensuite, la Corée du Sud, Hugo, avec la présidente qui ouvre la porte à son départ. La présidente Park Geun-hye. J'arrive jamais à le dire, qui ouvre la porte à son départ, et donc sujet également intéressant. Et puis enfin, c'est Donald Trump qui revient en arrière sur certaines de ses décisions. On avait parlé 2 fois des élections présidentielles américaines avant qu'on ait le résultat, et puis ensuite une fois l'élection faite. Il fait des choix particuliers, des hommes apparentés racistes, d'autres parfaitement intégrés au système, alors que lui il s'est défendu d'être le candidat anti-système. Bref, sujet à suivre également. Je vous ai parlé de l'avortement tout à l'heure dans l'émission, puisque nous y avions consacré une émission. Et peut-être rappeler pour ceux qui nous suivent ce soir, que François Hollande donc a dit qu'il ne serait pas candidat, et là ça nous fera aussi du grain à moudre éventuellement pour les prochaines émissions. Oui, Hugo ? J'aimerais bien proposer aussi aux éditeurs de gagner le jeu de place pour un spectacle clownesque qui s'intitule Stoïque,
qui aura lieu le 9 décembre à 20h45 à l'espace Jean-Jacques Litzler à Esbly dans le 77, donc toujours dans le cadre des scènes rurales. Radio Rec s'associe à Actar pour vous faire gagner 2 places. Rendez-vous sur le site radio-recc.fr et puis voilà, vous inscrivez. Vous donnez quelques renseignements personnels. On ne les vend pas, on ne les réutilise pas, c'est promis. Voilà, libre à vous de donner ce que vous voulez. Hein, éventuellement, vous recevrez peut-être un petit mail de notre part de temps en temps si jamais on organise un événement, mais ça s'arrêtera là. Voilà, et puis ensuite, un tirage au sort sera effectué. Le tirage au sort, le partenariat donc avec Actar et Scène Rurale. Vous avez un article sur le dernier spectacle que nous avions proposé à nos auditeurs de suivre. Et donc voilà, qu'on avait fait gagner également. On avait fait également gagner 2 places. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article sur cette très belle troupe que nous avions vue avec Hugo également dans le public. Donc sur le site radio-rec.fr pour tous les renseignements. Autre information, et c'est la dernière, en ce qui concerne l'université, puisque mardi 6 décembre, l'ouverture de la bibliothèque universitaire Georges Perec. Je sais pas, c'est un truc d'il y a 5-6 ans, cette histoire qu'elle devait ouvrir la bibliothèque. Après de nombreux soucis, elle va normalement ouvrir. Et on devrait normalement avoir la réaction du président de la fac jeudi prochain, qui devrait... On n'a pas fait la reconfirmation, mais normalement c'était bon. Nous parler le jeudi prochain, ce sera notre invité la semaine prochaine pour Des cartes en main. Voilà. Je vous rappelle le blog de notre invité de ce soir, blog.genma.fr, et je l'épelle une dernière fois, genma.fr, où vous pourrez retrouver tout plein de conseils. On essaiera aussi de mettre les sites internet et les différentes références de logiciels sur notre site internet, sur la page de cette émission, pour que nos auditeurs puissent retrouver les informations. C'est la fin de cette émission. Merci à nos participants. Merci à merci Hugo. à vous. Merci Genma. Merci Hugo également. Merci Priscilla d'avoir été présente ce soir. Merci à nos spectateurs en nombre. Marc m'a rejoint à côté. Il n'était pas là ce soir. On le salue. Bonsoir Marco. Et merci de ta présence, bien sûr. Retrouvez Des cartes en main sur les réseaux sociaux et tous les programmes de Radio Rec sur radio-rec.fr. Restez connectés. À bientôt, bonsoir, bisous. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.